Voilà, donc je remercie les laboratoires Celltrion qui nous permettent de parler d'un sujet très intéressant qui va considérablement modifier l'organisation de nos pratiques dans les biothérapies l'année prochaine, dans la prise en charge des MICI. Le titre est volontairement provocateur, mais vous verrez que la question se pose vraiment. C'est-à-dire, va-t-on vers la fin des biothérapies intraveineuses en 2021 ? Donc la question est posée. Alors on va commencer, je vais essayer d'introduire avec quelques diapositives la problématique et puis Patrick va essayer de nous répondre, on va essayer de se challenger un peu tous les deux. Donc vous pouvez lancer mon diaporama. Bonjour, alors je vais vous la faire version podcast. Bonjour, moi c'est Guillaume Bonneau, je suis président du CREG et je vais co-animer ce symposium avec le docteur Patrick Faure, président de la commission MICI, et nous sommes tous les deux basés à Toulouse. C'est donc un e-symposium par les laboratoires Celltrion que nous remercions, et le titre est, je dois dire, un petit peu provocateur, mais peut-être pas très loin de la vérité. On verra à la fin des unités de perfusion de biothérapie en 2021, point d'interrogation. Alors en effet, en 2021 arrivent les formes sous-cutanées à la fois de l'infliximab en début d'année, probablement janvier-février, et du vedolizumab en fin d'année. Alors pourquoi ? Parce que nous disposons d'études d'efficacité qui montrent une efficacité identique de l'infliximab CPT13 en intraveineux, que l'on connaît sous le nom de Remsina ou d'Inflectra, par rapport à la voie sous-cutanée. Ensuite, on a ces mêmes données pour le vedolizumab qui montrent une efficacité comparable de la voie sous-cutanée à la semaine 52 par rapport à la voie intraveineuse. Alors cette voie sous-cutanée, c'est une demande des patients. Anthony Buisson nous l'a démontré, les patients préfèrent la voie sous-cutanée à la voie intraveineuse, même s'ils préfèrent la voie orale, mais vous verrez, Patrick vous le dira, que c'est pas forcément évident avec les intervalles entre les injections. Alors, en plus de ça, vous verrez, il y a des avantages probablement à cette forme sous-cutanée qu'on n'imaginait pas au départ. Donc j'ai beaucoup de questions à poser à Patrick Faure et je suis vraiment très impatient de l'écouter. Il faut être prêt donc à utiliser l'infliximab sous-cutané, et surtout puisqu'il arrive demain, dans 1 ou 2 mois. Alors, est-ce que c'est une forme sous-cutanée exclusive ? On m'a dit qu'il y avait peut-être une induction intraveineuse, et quelle dose ? C'est variable en fonction du poids. Pourquoi l'infliximab intraveineux justifiait une surveillance hospitalière ? On nous expliquait que c'était extrêmement dangereux il y a 20 ans, qu'il fallait avoir un chariot de réanimation, et puis c'est vrai qu'on a tous eu des accidents allergiques. Et pourquoi donc, avec ce même médicament, ce même produit, ça ne serait pas le cas avec la forme sous-cutanée ? Étrange. Ensuite, aura-t-on la même optimisation avec la combo pour l'infliximab sous-cutané par rapport à l'avantage de la combo avec l'infliximab intraveineux ? Enfin, d'un point de vue pratique, quand on va switcher de l'intraveineux vers la sous-cutanée chez les patients en maintenance, comment va-t-on faire chez les malades hospitalisés en intraveineux ? Quelle recette de cuisine en pratique pour changer de dosage ? Et enfin, d'un point de vue plus global, est-ce que tu penses qu'on va aller vers plus d'infliximab ? C'est-à-dire cette voie sous-cutanée va peut-être nous faire revenir un peu avant l'époque de l'adalimumab ? À voir. Alors, à ton avis, finalement, quel pourcentage d'activité de nos unités de perfusion de biothérapie vont passer en soins externes ? Et toi, comment tu vas t'organiser pour gérer ces patients strictement externes, avec un contrôle serré de la maladie ? On est déjà saturé. Comment tu vas faire ? Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir tes réponses. Voilà, donc Patrick, tu as vu toutes mes questions. Hein. Finalement, ça ne se limite pas simplement au fait qu'on on ait une molécule qui passe de la voie IV à la voie sous-cutanée uniquement à la satisfaction des patients. On voit que ça ouvre beaucoup de nuances sur l'utilisation de ce même produit. C'est-à-dire qu'on ne va plus l'utiliser de la même façon. Voilà, donc ça, tu vas nous répondre. Et puis, on discutera après du côté organisationnel de nos structures. Allez, on t'écoute. J'espère que tu vas me répondre. Oui, alors je vais vous faire une présentation et puis après on discutera et je répondrai à certaines questions de Guillaume parce que je crois que je n'ai pas répondu à toutes ces questions dans ma présentation. Donc déjà, je vais vous présenter ces nouveaux traitements par voie sous-cutanée et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Chers collègues, chers amis, Guillaume Bonneau m'a demandé de traiter ce sujet peut-être un peu provocateur mais finalement avant-gardiste.
Est-ce que c'est la fin des biothérapies par voie intraveineuse en 2021 ? Pourquoi ce sujet ? Vous savez que prochainement, nous allons avoir à notre disposition de l'infliximab et du vedolizumab sous forme sous-cutanée. Il est donc probable que nos prescriptions et nos stratégies thérapeutiques vont fortement évoluer avec cette nouvelle galénique. Voici mes liens d'intérêt. Alors le choix d'une thérapeutique repose toujours sur ce schéma de la discussion entre l'efficacité d'un produit, sa sécurité, sa rapidité d'action, son remboursement par notre système de santé et l'acceptabilité de ce traitement à la fois par le patient mais également par le médecin. En effet, quand on a le choix dans une même classe médicamenteuse de traitement péros, IV ou sous-cutané, la discussion de cette acceptabilité du traitement et de son mode d'administration est souvent prépondérant avec les patients. Il nous fait parfois basculer pour tel ou tel traitement parce que les gens préfèrent avoir souvent des traitements péros ou sous-cutanés. Anthony Buisson nous a présenté à la DDW 2020 ce travail sur effectivement l'acceptabilité des traitements par les patients. C'est un travail mené sur 24 centres français qui s'occupent de Mickey avec 1850 réponses de patients. Et vous voyez que les patients plébiscitent plutôt des traitements péros pour 2/3, suivis des traitements sous-cutanés et des traitements IV. Ce résultat, il est à nuancer en fonction des intervalles et des administrations des médicaments. Et vous voyez sur l'autre diagramme que les patients, finalement, préfèrent avoir un traitement péros une fois par semaine, mais il n'y a pas de traitement de ce type-là dans les médecines. Et ils plébiscitent le moins le traitement IV toutes les 4 semaines. Mais vous voyez également qu'un traitement sous-cutané toutes les 2 semaines fait presque aussi bien qu'un traitement IV toutes les 8 semaines ou qu'un traitement péros, en tout cas journalier, et fait mieux qu'un traitement péros en 2 prises par jour. Donc vous voyez que tous ces éléments sont à prendre en compte dans le choix d'une thérapeutique et dans l'acceptabilité des traitements par les patients et donc de l'observance. Alors, quelques mots sur l'infliximab sous-cutané, ce nouveau médicament. Alors voici cette première étude de dose. Alors c'est pas vraiment un nouveau médicament, c'est le CTPT13 sous-cutané, c'est un biosimilaire de l'infliximab, c'est le Remsina, mais qui a été développé sous forme sous-cutanée. Alors cette étude de dose, on avait évalué 3 doses différentes par voie sous-cutanée, du 120, du 180 et du 240, avec un intervalle de 2 semaines, comparé à un traitement classique IV 5 mg kg. Je vous montre ce résultat de pharmacocinétique de dose parce que les résultats sont intéressants, vous allez voir. Donc sur le plan pharmacocinétique, il était proposé de mesurer la concentration d'infliximab chez les patients en fonction d'un traitement sous-cutané et d'un traitement IV. Et donc en violet, vous avez le traitement par voie intraveineuse avec, on voit après l'induction en entretien, des taux résiduels d'infliximab inférieurs à 5 microgrammes par ml. Et vous voyez en revanche que les patients qui ont un traitement par voie sous-cutanée, avec un intervalle de 2 semaines, même à la faible dose de 120 mg toutes les 2 semaines, ont des taux résiduels extrêmement élevés, aux alentours de 15 microgrammes allant jusqu'à 30 microgrammes par ml chez les patients. Donc ça, ce sont des données intéressantes qui n'étaient probablement pas attendues, mais ça vous montre que le même produit avec une galénique différente a des taux résiduels au niveau sanguin totalement différents. Si on regarde le profil de tolérance entre les 2 produits IV ou sous-cutanés, on ne voit pas de différence, mais il n'y avait pas assez de patients, je pense, pour juger de cette différence. Si on s'intéresse maintenant à l'étude qui a été menée dans les Mickey, avec des maladies de Crohn et des RCH avec ce traitement sous-cutané, voici le schéma de l'étude où les patients avaient classiquement une induction IV à 0 et à 2 semaines, et à 6 semaines, les patients répondeurs étaient randomisés en 2 groupes. Un groupe qui recevait un traitement sous-cutané à 120 mg ou 240 mg en fonction de leur poids, et un groupe qui recevait le traitement IV classique, avec une particularité dans le bras IV. À la semaine 30, les patients étaient switchés pour un traitement sous-cutané. Les résultats en termes de concentration sérique, eh bien vous voyez comme dans l'étude de dose que les patients qui ont un traitement par voie sous-cutanée ont des taux résiduels extrêmement
élevés, alors que les formes IV ont des taux résiduels plutôt classiques inférieurs à 5 microgrammes par ml. Et on voit également que à la semaine 30, quand vous faites le switch, les patients, lorsqu'ils passent en voie sous-cutanée, de nouveau, leur taux résiduel va dans des valeurs comparables aux patients qui ont un traitement sous-cutané depuis le début. Si on s'intéresse à la réponse clinique et à la rémission dans les maladies de Crohn, chez les patients donc traités par voie sous-cutanée ou IV, eh bien vous voyez que quelle que soit la semaine d'évaluation, de la semaine 2 jusqu'à la semaine 54, on a des résultats tout à fait comparables en termes de réponse et de rémission clinique pour la forme sous-cutanée à la forme IV. Même peut-être des résultats un peu meilleurs dans la forme sous-cutanée, mais pas de différence significative. Vous voyez également que les patients qui sont switchés ne perdent pas, à la semaine 30, ne perdent pas d'efficacité avec un taux de rémission et de réponse identique. Si on s'intéresse à l'immunogénicité de nos patients, on s'aperçoit que sur le plan immunitaire, eh bien, les patients qui ont un traitement sous-cutané ont un taux d'anticorps anti-médicaments plus bas que les patients par voie IV. Là, c'est représenté en gris les patients IV et en vert les patients qui ont un traitement sous-cutané. Et quand on regarde les anticorps neutralisants qui sont représentés en couleur un peu plus foncée, on s'aperçoit également que le taux d'anticorps neutralisants est beaucoup plus bas chez les patients traités par voie sous-cutanée. Alors, pourquoi cette différence ? On n'a pas la réponse, mais on peut penser que ces concentrations élevées diminuent probablement ces phénomènes d'immunisation et que ce taux permanent résiduel assez élevé doit faire que ce traitement est moins immunogène et donc probablement moins de combothérapie et moins de risque de choc anaphylactique ou d'hypersensibilité retardée comme on l'avait avec la forme IV. Donc plutôt des résultats encourageants. En termes de tolérance, on ne voit pas de différence, mais pareil, les groupes sont assez faibles. Alors, ces premières études, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut dire qu'on retrouve une efficacité et une tolérance du traitement sous-cutané à la fois pour l'arthrite rhumatoïde et dans la Mickey, tout à fait comparable à la fois à la voie intraveineuse. On s'aperçoit également qu'il y a une production d'anticorps neutralisants et d'anticorps antimédicaments qui sont beaucoup plus faibles dans la forme sous-cutanée que dans la forme IV. Donc ça, c'est assez prometteur et on peut penser peut-être qu'il y aura moins de phénomènes immunogènes et donc pas de nécessité de combothérapie. Et donc, cette nouvelle formulation sous-cutanée de CT-P13 est une option extrêmement intéressante de prescription d'infliximab et permettra probablement un bénéfice à plus long terme chez de nombreux patients puisque le profil de tolérance semble être tout à fait favorable. Alors, nous avons aussi, et je vous montre cette étude dans les pipelines, un vedolizumab par voie sous-cutanée dans l'RCH. Sa commercialisation sera peut-être en fin d'année ou un peu plus tard. Pareil que pour la forme infliximab, il y a une induction IV qui a été faite à la semaine 0 et à la semaine 2. Et à la semaine 6, les patients étaient randomisés en deux groupes, soit un traitement sous-cutané toutes les 2 semaines aussi, soit un traitement IV toutes les 8 semaines. Et vous voyez que en termes de résultats, on a des résultats équivalents dans la forme sous-cutanée à la forme IV. Et en termes de safety, de tolérance, on ne voit pas de différence entre les deux groupes. Donc ça, c'est des résultats tout à fait intéressants dans la rectocolite hémorragique. L'arrivée de ces traitements par voie sous-cutanée doit nous faire prendre conscience de cet effet nocebo. L'effet nocebo, c'est le pendant de l'effet placebo. Cet effet nocebo, donc, c'est un effet contre-productif des traitements. On l'a vu apparaître avec les génériques, avec aussi les biosimilaires. Lorsque les patients ne veulent pas ce type de médicaments, souvent ils ont le sentiment qu'ils marchent moins bien et développent un petit nombre cet effet nocebo. Alors, est-ce qu'on peut attendre la même chose avec ce switch de la voie IV vers la voie sous-cutanée ? Je pense que chez des initiations de traitement, ça me paraît un risque assez faible. En revanche, chez les patients qui auraient un traitement IV et chez qui on imposerait un changement pour une forme sous-cutanée, cet effet nocebo pourrait être majoré. Donc vous avez bien compris que pour le limiter, il est très dépendant bien sûr de la relation médecin-malade, de la suggestion qu'on peut donner nous sur les nouveaux traitements, sur ce que peuvent lire les patients, sur la perception du traitement qu'ils peuvent avoir, le vécu des autres patients. Et donc je pense que
lorsqu'on sera dans une situation de switch, il faudra le proposer au patient et ne pas l'imposer si on veut avoir le meilleur effet possible de ce changement de galénique et ne pas se retrouver dans des situations de pseudo-échec. Comment allons-nous réorganiser nos services d'hôpitaux de jour, puisque finalement, je suis en train de vous expliquer que ces MICI vont devenir des pathologies totalement ambulatoires, où on va traiter les gens avec des galéniques péros ou sous-cutanées, et finalement, on aura de moins en moins d'occasions de les voir en hôpital de jour, si ce n'est pour faire le traitement d'induction, c'est-à-dire de perfusion, et peut-être éventuellement des perfusions de fer si nécessaire. Et donc, il y a une vraie question de cette réorganisation de tous ces patients qui sont hospitalisés pour faire ces traitements. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont aller en consultation classique, mais est-ce qu'on a la capacité à recevoir tous ces patients dans nos consultations alors qu'on a déjà des consultations saturées? Est-ce que c'est la meilleure offre qu'on peut leur faire en termes de prise en charge? Est-ce qu'on doit les voir dans une consultation classique? Ma réponse est probablement non, et je pense qu'il va falloir réfléchir à des unités probablement de maladies chroniques, des cliniques de maladies chroniques. Certains y réfléchissent déjà, où ces patients seront pris en charge, donc ça sera peut-être une transformation de nos hôpitaux de jour. Ces patients seront pris en charge par des médecins, mais peut-être aussi des infirmières spécialisées avec de la délégation de tâches. On utilisera probablement des outils de télémédecine, de e-santé, pour pouvoir suivre ces patients à distance et les voir au sein de ces cliniques des maladies chroniques qui pourront intégrer de façon transversale plusieurs pathologies digestives, mais d'autres pathologies non digestives comme le diabète, l'insuffisance cardiaque chronique, etc. Et je pense que cette prise en charge permettra d'améliorer l'observance des traitements pour les patients et d'améliorer la prise en charge de façon globale. Et cela va demander évidemment de grands changements dans nos façons de penser, dans la façon de rémunérer aussi ces soins. Et donc il y a un travail à faire par les médecins, mais aussi par les caisses d'assurance maladie et l'État pour réfléchir à la prise en charge de ces maladies chroniques de façon ambulatoire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Patrick. Bon alors, tu vas me répondre maintenant clairement. Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, la première chose, c'est ce qu'il y a de commun entre le védolizumab et l'infliximab, c'est le fait qu'on passe à la voie sous-cutanée. Donc, clairement, c'est préféré par les patients. Donc là, on voit bien qu'on va avoir la plupart de nos patients qui vont souhaiter passer en sous-cutané, donc soit d'emblée en induction, soit des patients qui sont en maintenance. Voilà. Donc ça, on est d'accord, c'est un fait. Ça sera demandé par les patients, ça l'est déjà, on le voit avec les traitements sous-cutanés, et ça sera aussi, je pense, demandé par les médecins. Donc ça, c'est le premier point validé. Ensuite, le deuxième point, c'est la différence entre le védo et l'infliximab. Bon, le védo, c'est la même molécule, il n'y a pas de changement d'utilisation de cette molécule. Alors qu'on voit que pour l'infliximab, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que le fait de passer à cette voie sous-cutanée fait qu'on l'a vu, les taux thérapeutiques du médicament dans le sang sont à des taux à 30-35 qui sont des taux pour nous très thérapeutiques, quoi. Et donc ces taux très thérapeutiques font qu'il y a moins d'immunisation, il n'y a pas d'anticorps neutralisants, d'accord? Donc il y a moins d'immunisation, donc ce qui fait qu'on n'a pas les effets allergiques, on n'en constate pas, enfin pas plus en tout cas qu'avec l'adalimumab, et ensuite qu'il y a probablement moins besoin de combo, puisque on a des taux qui sont continus. Donc il va y avoir une modification de l'utilisation de l'infliximab suite à cette arrivée du sous-cutané. Et donc peut-être, c'était ça aussi ma question, peut-être qu'on va revenir à l'infliximab. Alors pas dans la maladie de Crohn, enfin revenir plus, pas dans la maladie de Crohn parce qu'on sait que l'efficacité se challenge avec l'adalimumab, mais peut-être que dans la rectocolite hémorragique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en première ligne, pour cette molécule qui est la plus efficace en première ligne avec le védolizumab, comme on l'a dit dans des différences de sévérité, et ben ça va être un retour d'utilisation. Voilà, donc on voit que c'est plus complexe que ce qu'on pensait au départ.
Ouais, tout à fait. Je partage ton point de vue. Effectivement, l'arrivée de ces traitements sous-cutanés et en particulier de l'infliximab, ça va probablement modifier notre prise en charge des patients de façon ambulatoire, c'est sûr, mais surtout sur la stratégie thérapeutique. Et c'est très étonnant parce que je pense que c'était pas attendu le fait que cet infliximab sous-cutané donne des taux résiduels assez importants. Là, il y a des taux résiduels incroyables. Hein. On est presque suprathérapeutique. Et donc, on imagine que probablement ces malades auront besoin de moins de combothérapie, comme tu l'as dit, et peut-être qu'il y aura moins de phénomènes d'immunisation. Alors ça, c'est à démontrer, parce qu'on a fait des études pour l'instant sur un petit nombre de malades, mais on a ce sentiment-là en tout cas. Et donc, effectivement, ça va changer la stratégie, parce que moi, je suis un enfant de l'infliximab. Hein, je suis vieux, mais je suis né avec l'infliximab, c'était la première molécule, et donc je l'aime bien cette molécule. Et c'est vrai qu'on avait tendance un petit peu à l'abandonner dans les formes modérées de RCH, parce qu'il y avait une demande de la part des patients, comme tu l'as dit, pour faire des traitements sous-cutanés, et donc on privilégiait plutôt les traitements sous-cutanés, mais on sait quand même que cet infliximab, ça reste quand même la molécule de la RCH dans les anti-TNF. En tout cas, c'est semble-t-il, on a le sentiment que c'est la plus efficace dans les anti-TNF, et donc effectivement, ça va modifier notre façon de penser, notre stratégie. Ça, j'en suis certain, et il y aura probablement un regain de prescription de cette molécule par sa facilité. Après, la deuxième partie, donc ça va modifier nos stratégies, ça va peut-être faire abandonner certains anti-TNF, et c'est la réorganisation de notre façon de travailler, parce qu'on va avoir un afflux, pour ceux qui ont beaucoup de Mickey, un afflux de patients ambulatoires à gérer. Alors je sais pas toi comment tu l'imaginais, moi je t'ai développé ma théorie de la clinique des maladies chroniques, on y travaille dans ma clinique, mais c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué, parce que pour ceux qui ont beaucoup de patients par voie IV, on va se retrouver avec 200 patients peut-être à réintégrer dans nos consultations, et ça c'est difficile. Ouais, c'est tout à fait vrai. Alors, moi, je suis en train de l'intégrer de façon plus globale. C'est-à-dire que je l'intègre dans cette problématique de suivi serré. Déjà, le suivi serré nous oblige à faire plus d'examens. Donc, c'est d'aller vers des examens moins invasifs. Donc, finalement, de faire moins d'endoscopie, de faire plus d'échographie, plus de calprotectine, qui nous demandent une autre organisation. Et donc, là-dessus, vient se greffer le passage des IV à la sous-cutanée. Donc avec cet afflux de malades qu'il va falloir finalement suivre hors des établissements de santé. C'est ça qui va changer. Alors certes, il y en a plein d'entre nous qui vont de toute façon rester dans leur établissement de santé, mais il va y avoir la possibilité de suivre les patients hors établissement de santé, que ce soit dans ton cabinet, que ce soit avec la médecine digitalisée. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on essaie tous de réfléchir. Et il est évident qu'on doit changer notre organisation. Voilà, ça j'en suis persuadé. Je n'ai pas encore trouvé la solution miracle, mais il faut qu'on change notre organisation. Je le pense aussi, et je pense qu'on aura besoin, ce que j'évoquais, de ces infirmières spécialisées peut-être qui nous aideront, des assistants qui nous aideront dans les MICI ou dans ces maladies chroniques, parce qu'il y aura la même chose en hépato pour faire le suivi de ces malades à distance. Alors oui, il y a aussi un petit point, parce qu'on est des libéraux, donc on est vraiment pratique, et tout de suite on se pose les questions pratiques. Et notamment, il y a un des points sur lequel, pour le Remsina, c'est pas encore très clair, c'est sur les doses. C'est-à-dire que l'infliximab, c'est une molécule qu'on optimisait beaucoup, principalement pour ces problèmes d'immunisation, pour arriver à ces taux thérapeutiques. D'accord ? Et donc là, on va avoir tous ces malades, mettons, à 10 mg kilo toutes les 4 semaines ou 5 mg toutes les 8 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la même dose en fonction du poids, bien sûr. On voit que c'est 120 si on fait moins de 80 kg ou 240 si on fait plus de 80 kg. Donc ça, par contre, on ne sait pas si on va passer à 240 chez tout le monde, toutes les 2 semaines, ou si celui qui est à 10 mg kilo toutes les 4 semaines, on fera 240 toutes les semaines. Donc il y a un petit truc quand même sur ces doses qu'il va falloir un peu peaufiner. Voilà. Qu'il va falloir affiner, tout à fait. Ouais. Parce que là, les études nous présentaient des patients qui avaient des traitements à 5 mg kilo, donc on ne sait pas ce qu'on fera pour nos patients à 10 mg kilo. Je vois qu'il y a 2 questions. J'y réponds rapidement avant de passer à l'autre symposium. Une question sur l'induction de ce traitement par infliximab sous-cutané et pour le vedolizumab aussi. Ça sera une induction qui sera faite probablement à l'hôpital, puisque ce sera une induction IV, donc il y aura un S0 et un S2 dans les 2 cas de figure pour l'instant. Et puis à la semaine 6, on passera en sous-cutané, comme pour le stickimab. Donc
une induction qui sera faite à l'hôpital, mais peut-être qu'on pourra faire des inductions complètement sous-cutanées. En tout cas, ça n'a pas été développé comme ça pour l'instant. Ça sera une induction IV. Et dernière question qui est sur l'observance entre sous-cutané et IV. Pour répondre à cette question, en fait, toutes les études ont montré que le degré d'observance, ou du moins le degré de patients qui étaient en perte de vue, était identique finalement que les traitements soient PROS, IV ou sous-cutané. Dans les MICI, c'est à peu près identique. Donc le fait de reconvoquer ces patients en perfusion IV ne diminue pas le manque d'observance, parce que parfois les patients ne viennent pas faire les perfusions. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Et comme l'a dit Guillaume, ce qui est important pour améliorer l'observance, c'est les outils de surveillance de ces patients, de surveillance rapprochée. Et on voit que tous les outils qui permettent de suivre de façon rapprochée les patients, des appels ou de e-santé, etc., permettent souvent d'améliorer quand même l'observance. Oui, tout à fait. Et puis un dernier point toujours pratique, hein. Les injections, ce sera toutes les 2 semaines. C'est-à-dire on sera dans le même modèle qu'avec l'adalimumab qu'on connaît et qu'on utilise depuis longtemps. Voilà. Bon, eh bien, j'espère qu'on a ouvert plein de portes, hein, parce que ça ouvre plein de portes. Et puis, en effet, je crois que les unités de biothérapie vont fondre, et on les utilisera pour les inductions et les injections de fer. Voilà. Ben, je remercie à nouveau les laboratoires Celtrion.